l'histoire remonte il y a une trentaine d'années, hein, plus de 30 ans, c'était en 64. J'avais une coupe de bois avec mon beau-frère et j'empruntais toujours le même itinéraire, Troyes, Saint-Julien, Tennelière, Le Brossel et Doche. Mon beau-frère habite à Doche. Il faut dire qu'à la côte de l'Aubrecel, il y a pas mal de côtes, tout ça, et il y avait un chemin de terre qui traversait de Ménil-Salière à Champigny qui traversait. Alors vous me parliez des petits chemins de traverse, disons que vous aviez faire le voir parce qu'on va pas avoir le temps de la raconter. Non, mais je n'ai pas pour long. Oui. Hein. Mais vous avez aperçu une scène qui vous a paru étrange. Oui, j'avais vu des vaches, ma foi, dans un pré, et là, ce jour-là, le 28 mars 64, il avait gelé. Et j'aperçois une citerne dans le pré. Je dis, alors moi, la première réaction, je dis, le paysan, il a mis le paquet pour abreuver ses vaches. Et d'un naturel assez curieux, j'arrête ma voiture, je n'arrête pas le moteur, je serre le frein à main et je monte dans le chemin. Et plus j'approche, à 120 mètres de la route, plus j'approche, je vois la citerne qui est grosse. Et j'arrive à 20 mètres de la citerne. Elle fait 10 mètres de long sur 5 mètres de haut, arrondi à ses bouts, à ses extrémités, et au-dessus et en dessous. Je rentre dans le champ, et à ce moment-là, la citerne décolle sous mes yeux. Alors, je peux pas vous dire si ça a fait du bruit, dans quelle direction elle est partie. J'ai eu la peur, la plus grande peur de ma vie. Hein. Je suis parti dans ma voiture en courant. Hein. Alors, 8 semaines après, je me suis de nouveau arrêté, j'étais dans ce champ, et j'ai récupéré dans 1 mètre carré de terre 6 objets métalliques de différentes grosseurs, comme celui-ci. Oui. Bon, je les ai ramenés, j'ai eu peur que ça soit radioactif, mais ma foi, je suis d'un naturel. Vous avez associé ça tout de suite à la présence de cette ovni, puisqu'il faut bien... De cette ovni, parce que c'est pas possible que quelqu'un dépose 6 objets dans 1 mètre carré de terrain, puis s'en aille, surtout dans un pré. Ouais. Alors voilà, je les ai ramassés, je les ai mis dans ma voiture, et je vais vous dire, j'ai gardé le secret 14 ans. Et puis au bout de 14 ans, un jour, vous avez parlé. Alors là, je vais simplement dire aux téléspectateurs que, en fait, Monsieur Gâteau, donc qui avait gardé ce secret, a dit aussi qu'il avait trouvé 5 objets et pas 6. Et si vous n'aviez pas fait ce mensonge, je pense que le morceau qui est là, vous ne l'auriez plus, parce que l'un vous a été emprunté, entre guillemets, par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Vous ne l'avez jamais récupéré. Quand vous le demandez, on vous dit qu'il est perdu ou que c'est dans les archives et qu'on a autre chose à faire. Oui, on ne peut pas ouvrir les dossiers. Et puis, les 4 autres morceaux ont disparu. Et vous m'avez dit que vous recevez régulièrement des appels téléphoniques bizarres. Ah oui, alors là, c'est des tractations et tout ça. Ce sont des gens qui veulent vous acheter ce que vous avez là. Alors, merci en tout cas de votre témoignage. Ce que je voudrais dire, c'est que vous pensez que vous associez donc ce débris à cet ovni, et évidemment, on aimerait en avoir le cœur net, donc on aimerait trouver un laboratoire indépendant qui fasse une analyse qui coûte quand même assez cher. Vous n'en avez pas les moyens, nous non plus, c'est pas notre métier. On cherche des métallurgistes honnêtes, objectifs, à l'esprit ouvert, qui accepteraient d'analyser une partie de ce morceau. C'est un métal. Il a déjà été analysé, mais superficiellement. Ce que nous savons qui est considérable, et là je m'adresse donc aux industriels qui l'on regarde peut-être ce soir, c'est que ce matériau, lors de sa fabrication, a emprisonné des bulles de l'atmosphère dans laquelle il a été fabriqué. Donc, si on arrivait à analyser les gaz contenus dans cette bulle, eh bien, on verrait très vite si il s'agit de l'atmosphère terrestre, ou s'il s'agit d'une composition différente. Et alors, ce débris prendrait vraiment toute la valeur qu'un certain nombre de gens lui donnent déjà. Nous étions le 28 mars 64, et chaque samedi et dimanche, je me rendais chez mon beau-frère qui habite Doche, derrière cette côte là-bas. Lorsqu'un matin, ce 28 mars 64, il y avait une gelée blanche, je vois dans le champ vert là-bas, une énorme citerne posée là. Et là, par esprit de curiosité, je me suis arrêté en bas de la côte, et j'ai grimpé le chemin pour aller voir ce qui se passait de cette fameuse citerne. Et elle était comment? Énorme. 10 mètres de long, 5 mètres de haut, arrondi aux extrémités et couleur métallisée. Et ça, vous en êtes sûr, parce que ça fait 30 ans? Ça fait 30 ans, j'en suis sûr, parce que ça, c'est gravé là-dedans. Et alors, quand est-ce que vous avez compris que c'était peut-être autre chose qu'une citerne? Eh bien, j'ai voulu aller la voir, je suis descendu dans le chemin, et la citerne décolle verticalement. Et j'ai fait demi-tour. Et alors, comment ça décolle? Il y avait du bruit? Expliquez-moi le décollage. Le bruit, je ne sais pas, si j'ai rien entendu. Tellement j'ai eu peur, je suis filé dans le chemin. 6 semaines après, je suis revenu sur le lieu du décollage et j'ai trouvé par terre 6 objets métalliques comme ceci. Combien?
6. Et vous êtes sûr que ça provient de la soucoupe? Oui. Parce que ça peut pas être une personne qui dépose 6 objets métalliques comme ça sur 1 mètre carré puis qui s'en aille. C'est pas D'accord. possible. Et alors qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, je les ai ramassés et je les ai mis dans ma cave pendant 14 ans. Et alors pourquoi vous n'en parlez que maintenant? Eh bien, à l'époque, quand on allait à la gendarmerie dire qu'on avait vu une soucoupe ballon ou parler qu'on avait trouvé quelque chose, on était irrémédiablement enfermé dans un asile psychiatrique. Et vous savez ce que c'est? Pas du tout. Je descendais la côte de l'Auvrecelle, j'allais chez mon beau-frère, nous avions une coupe de bois au futur lac de Lusigny et j'ai été intrigué par une citerne qui était posée dans le champ où nous sommes ici. Alors, par esprit comment dirais-je, par curiosité, oui, je vais arrêter ma voiture au bord du chemin, puis j'ai pris ce chemin, ce sentier, et puis je suis arrivé dans ce champ. Et à une vingtaine de mètres, l'objet qui était une citerne de couleur aluminium posée à terre, à une vingtaine de mètres, l'engin a décollé. Alors mon premier réflexe, ça a été de me sauver. Et depuis, donc, vous n'en aviez parlé à personne? Depuis, j'en avais jamais parlé à personne. Pourquoi donc, tout d'un coup, il y a 2 mois de cela, vous en avez parlé? À l'époque, les gens ont contresigné ça à la gendarmerie, mais on était pris plus ou moins pour des fous. Hein. Alors c'est pourquoi je n'ai jamais été... Quand en avez-vous parlé, donc, il y a 2 mois? Eh bien, l'an dernier, il y a eu une conférence du Géos de France, là, à Saint-Julien. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai donné mon témoignage à M. Capet. Ça, c'est un morceau de métal qui a été récupéré par un monsieur sur un site présumé. Je dis bien, j'ai toujours écrit ceci partout, présumé d'atterrissage d'OVNI, entre guillemets. Ne bougez pas trop la main, montrez-le comme ceci. Voilà. Cela se passait en 1964. Et donc, un monsieur qui se nomme Gérald Gâteau, qui n'a pas pu être là ce soir, donc a vu un engin partir devant lui. Attendez, je vais le montrer, moi, ce que vous... Je peux le toucher, c'est pas... Bien sûr, non. Non, ça explose. Monsieur Christophe. Et là-dessus, donc, 3 semaines plus tard... On dirait un petit bout de météorite. Parce qu'il avait vu, mais vous avez fait faire des analyses, j'en ai fait faire aussi de mon côté. Oui. Et les analyses montrent, et c'est signé, et c'est écrit, donc, qu'il n'y a aucune hypothèse sur l'origine de ce matériau, et les analyses montrent des choses absolument incompréhensibles, non pas extraterrestres. Effectivement, ce caillou a donc été expertisé, en particulier par le CNES, Centre Spatial de Toulouse. Oui. Alors voilà ce que dit ce rapport. Donc le rapport de poids se répartissant à 70% de fer, 26% de silicium, 3% de fluor. Donc un rapport de poids qui se situe très exactement dans celui qui a été détecté par la sonde. Donc cet élément montre qu'il s'agit bien d'une technologie terrestre parfaitement maîtrisée à l'époque de ses découvertes. Signé Jean-Jacques Velasco. Le musée d'histoire naturelle, qui je crois que c'est l'équipe de Christophe de Chavannes qui a fait faire des analyses, montre exactement les mêmes résultats. 70% de fer, 25% de silicium. Tout à fait, donc je vous montre, moi, j'ai les techniques de l'ingénieur ici, c'est une encyclopédie. Ça ne pourrait pas, 70% de fer et 25% de silicium, ça pourrait pas émaner d'un engin venu d'ailleurs. Alors moi je vais vous dire, en tout cas c'est très terrestre, c'est une technologie parfaitement maîtrisée. Le ferrosilicium, c'est 25% du total de la production mondiale de ferroalliage. On en fait 3,8 millions de tonnes par an, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'explique rien. Mais ça explique tout. En ce sens que ce morceau de métal, parce que là les analyses qui ont été faites ne sont pas totales. Je vais dire une chose, l'analyse qui a été faite par Gaz de France signale qu'il est cristallisé d'un côté. Cristallisé d'un côté, elles ont parlé dans ma presse. Cristallisé d'un côté, non cristallisé. Non cristallisé, ça ne veut rien dire en langage de métallurgisme. Mais non, ça veut rien dire. Nous, on est un peu perdus là. Mais non, ça veut rien dire. Pour terminer, non cristallisé, ça ne veut rien dire. Spécialiste, Christophe. Il faudrait le montrer. On a une demoiselle derrière vous, Laurent. Oui, j'essaie de vous la présenter. À moins que je ne me trompe, je ne suis pas scientifique, je prends le risque. À moins que je ne me trompe, quand on fait une coulée de métal dans un gradient, il y a donc une cristallisation qui va se faire obligatoirement. Même elle se fait naturellement dans le fer. D'accord ou pas d'accord? Oui. Bon, d'accord avec moi. Stéphanie Rossallo est minéralogiste. Figurez-vous que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que pour arriver à travailler dans un morceau de métal pour créer une cristallisation et non-cristallisation sur le même morceau de métal, il faudrait que ce poids-là n'excède pas quelques grammes ou même quelques microgrammes, étant donné qu'on ne peut pas maîtriser la coulée du métal. Moi, je mets en cause ce témoignage de cristallisation. Montrez-moi l'analyse scientifique qui montre que c'est cristallisé et non cristallisé. Je ne les avais pas. Nous avons simplement demandé au laboratoire de M. Parodi, Giancarlo Parodi, qui est au laboratoire de minéralogie du musée d'histoire naturelle. On a donné cet échantillon, c'est le 24 janvier 1996. Donc l'analyse a été faite par M. Parodi, qui a fait un diagramme de diffraction au rayon X et qui a trouvé du siliciure de fer. Tout à fait, oui. Donc c'est un métal qui est très stable, qui ne s'oxyde pas, donc c'est pour ça qu'il a cet aspect très brillant. C'est un objet qui a une température de fusion assez basse et qui ne peut pas passer
à 1202 travers degrés jusqu'à l'atmosphère 1370. et arriver comme ça sur Terre. En tout cas, la soucoupe volante ne serait pas composée de ce matériel.
partie de Faut pas pousser avec une question. Nous cachetons quelque chose concernant les objets volants non identifiés. Monsieur Hugo Nart, vous êtes rédacteur en chef de Étrangeté et Mystère, dont voici le numéro 11 d'ailleurs. C'est bien cela? C'est cela même, oui. D'accord. Monsieur Nart, vous vous intéressez de près au phénomène non inexpliqué et vous avez rencontré, il y a 11 mois, c'est cela même, oui, un monsieur qui s'appelle monsieur Gérald de Gâteau. C'est cela. Monsieur Gérald de Gâteau habite Saint-Julien-les-Villas dans l'Aube. Et il y a vu, il y a près de 30 ans maintenant, près de 30 ans, parce qu'il s'est, ou même 35 ans, il a vu de ses yeux, un ovni. Il l'a caché pendant des années et des années. Pendant 17 ans. Parce qu'il pensait qu'on n'allait pas le prendre au sérieux, qu'on allait se moquer de lui. Et puis aujourd'hui, il témoigne, le voici sur votre écran. Bon, merci à monsieur Gâteau. Je crois qu'il exagère un peu, on n'était quand même pas enfermé systématiquement. Bon, mais cela dit, voici l'un des 6 morceaux, c'est bien ça, il en a trouvé 6. L'un des 6 morceaux, oui. L'un des 6 morceaux qu'il a trouvé, que monsieur Nart nous a apporté. Alors, l'un de ces morceaux, monsieur Velasco, je crois que vous l'avez également, vous avez eu des morceaux comme cela entre les mains. Bon, enfin, tout au moins votre service, j'entends par là. Ben écoutez, à ma connaissance, je n'ai pas eu de morceaux de cette nature. Et si donc aujourd'hui effectivement je constate que l'un de ces morceaux peut être présenté à l'analyse, eh bien je serais ravi effectivement d'effectuer les analyses sur cette affaire. 1979. Une lettre a été envoyée donc à l'ex-patron du GEPAN, qui était votre patron à l'époque, M. Esterle, faisant état, lettre signée par M. Esterle disant le premier examen de l'échantillon que vous avez envoyé conduit aux constatations suivantes, etc., etc. Deuxième lettre, suite à une demande de M. Esterle, demandant de récupérer tous les morceaux de métal. Pourquoi? Où sont-ils passés? Troisièmement, une lettre qui a été faite suite à la réponse de M. Esterle, en réponse du groupe qui s'occupait de la recherche à M. Gâteau, où on dit « Nous vous remercions pour votre lettre du 3 août et votre diligence à procéder à l'analyse de l'échantillon remis ». Alors que sont-ils devenus? Moi je pose la question au nom de M. Gâteau. On parle de la science après, au nom de M. Gâteau. Que sont devenus les échantillons? Moi je vous envoyais plus la lettre recommandée. Il y en a combien entre les mains du... Monsieur Gâteau en a ramassé 6, en a fourni 5 à M. Guy Capet. Oui. Monsieur Guy Capet. C'était le GEPAN à l'époque. Le GEPAN à l'époque. C'est ça, qui s'appelle maintenant, excusez-moi, le CEPRA. C'était le CEPRA maintenant, mais c'était le GEPAN à l'époque. Oui, oui. M. Velasco travaillait encore à l'époque là-bas. Déjà là-bas d'ailleurs. Oui, oui, d'accord. Donc ils ont disparu. Oui, donc alors, le dernier témoin, c'est ça. Le dernier, c'est celui qui gêne le plus, parce que depuis, j'ai eu pas mal d'ennuis depuis que j'ai sorti ce morceau de métal. Pourquoi vous avez des ennuis? J'ai eu des pressions. D'abord d'un groupe qui s'appelle le GNEGU, je tiens à le citer parce que ça a été une... Qu'est-ce que c'est que le GNEGU, excusez-moi? Un centre national d'études des groupes ufologiques de l'Est. Enfin, c'est quelque chose d'assez troublant parce que ça... C'est privé, ça? Très privé, oui. Oui, oui. Et là-dessus, donc, j'ai écrit diverses lettres à M. Velasco, qui a envie de me répondre. Alors, chose troublante, j'ai envoyé 3 lettres recommandées, je ne recevais même pas l'accusé de réception. Il a fallu que j'envoie une lettre, en passant par le directeur du CNES. Dedans, il y avait une lettre pour vous. Et vous m'avez répondu ceci, M. Velasco. Donc, il y a des preuves comme quoi le GEPAN a bien reçu des dossiers à l'époque. Et vous m'avez répondu ceci. Suite à vos différents courriers dans lesquels vous sollicitiez le CEPRA concernant une affaire ancienne datant de juillet 69, donc c'est 74, j'ai une petite erreur, mais c'est pas grave, j'ai le regret de vous signaler que je ne puis répondre favorablement à votre question à ce sujet. Par ailleurs, je souhaitais également vous signaler que le CEPRA n'est nullement tenu dans sa mission d'ouvrir ou de rouvrir les dossiers qui n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux officiels par le biais des autorités chargées de recueillir les informations relatives au phénomène, au cas d'observation des phénomènes. Alors, M. Velasco, je vous pose la question. Si vous dites que ce dossier-là, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'y a aucun groupement officiel qui s'en est occupé, que faisait le GEPAN à l'époque? Qui a fait les analyses à l'époque? Moi, je vous ai demandé qu'on rouvre les dossiers. Vous n'avez jamais voulu rouvrir le dossier. Écoutez, je n'ai pas retrouvé dans les archives du GEPAN les résultats des analyses de ce morceau de métallique. Et vous ne me dites pas, vous dites simplement que vous ne voulez pas rouvrir le dossier, c'est différent. Non, mais... oui, mais c'est signé dans la mesure, si vous voulez, où je n'ai pas retrouvé officiellement les documents relatifs à cette affaire. Ceci étant, aujourd'hui, vous m'apportez un élément nouveau, qui est un morceau métallique, qui pourrait fort bien faire l'objet d'une analyse et d'une expertise. Moi, croyez-moi, elles ne sont pas très... Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, je prends formellement l'engagement d'effectuer les analyses sur ce morceau métallique. Monsieur Velasco, le morceau de métal, c'est mon ombre, je le suis partout où il va. Ah bah écoutez, il y en a 5 qui ont disparu, je ne veux pas que le 6e disparaisse aussi, c'est le seul qui reste. Bah écoutez, ce soir, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui nous écoutent. Quand même qui pourront prendre l'acte de cette... À l'époque, les 6 morceaux s'est passé devant FR3, il y a quand même 5 morceaux qui ont disparu. Mais il suffit de fractionner celui-là. Exactement. Il suffit de fractionner, dit très justement, le avec une logique dans des absolue. conditions très précises, parce qu'on peut réchauffer le métal, donc ça peut changer certaines choses. Oui, enfin écoutez,
Là, je pense que vous allez trouver un modus operandi, n'est-ce pas, pour pouvoir traiter à bout de métal. La prochaine fois, mais cela dit, on est d'accord que vous allez tenter de faire des analyses pour savoir un petit peu d'où vient ce métal et s'il est parfaitement terrestre ou bien s'il y a quelques mystères en quelque sorte dedans. Absolument. D'accord.